Bonsoir à tous, il est 20h à Libreville, à la une de ce journal. Naufrage du bateau Esther Miracle, le déficit de communication autour de disparus préoccupe les parents. Le Parti démocratique gabonais reporte les festivités marquant le 55e anniversaire de ce groupement politique. Les raisons dans ce journal. Et puis à l'étranger, le Rwanda adopte un nouveau traitement dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus, un outil mobile à la portée de toutes les bourses, vous le verrez. Retour sur le naufrage du bateau Esther Miracle, un jour après le drame, toujours pas suffisamment d'informations concernant les disparus, une situation qui préoccupe les parents. Le constat est d'Alexandre Mbaumdo. Y a-t-il une véritable stratégie pour prévenir les risques du naufrage sur les côtes gabonaises? Pourquoi cette absence d'une véritable cellule de crise autour du naufrage de l'Esther Miracle? Et à quel niveau sont les recherches des disparus de la Royal Coast? L'Esther Miracle répondait-elle aux normes de navigation en terre gabonaise? Autant d'interrogations chez les parents des sinistrés, venus nombreux s'enquérir de la situation ce matin. Ces derniers qui déplorent la loi de l'omerta autour du triste événement. On ne peut pas arriver, il y a eu un accident qui s'est passé et on n'a pas des informations convaincantes. Lorsque des passagers ont eu à prendre destination pour Port-Gentil, il y a une liste qui a été bien établie avec les noms. Mais je pense que s'il y a eu un accident, lorsque ces personnes reviennent, quand ils disent qu'il y a eu une liste également, ce sont à eux de nous orienter dans des différentes structures ou encore de nous donner des informations qui apaisent les cœurs. Mais on n'a aucune information. Nous sommes là depuis hier. Et moi personnellement, je suis arrivé aux alentours de 14h. On n'a pas de retour concret des autorités concernant la situation. Hier par exemple, on est arrivé, il y a un défilé de véhicules qui se faisait, qui allait, mais chaque fois qu'on se rapprochait de certaines personnes qui semble-t-il pouvaient nous informer, on n'avait pas de retour. Au-delà du silence qui exaspère les familles des disparus, le manque d'organisation. On remet en cause l'organisation. Hier, dans le journal, on nous a fait comprendre qu'il y avait une cellule de crise. On a convoqué toutes les forces de sécurité, les personnes dirigeantes des forces de sécurité et de défense. Mais au niveau des familles ici, des victimes, au niveau du port Molle, il n'y a pas de salle d'attente. Nous sommes là, livrés nous-mêmes sous le soleil. Nous transpirons et vous voyez que le soleil n'est pas... L'attente, la patience ne fait pas... Le soleil et la patience ne font pas bon ménage. En attendant les résultats des enquêtes menées par les autorités, les chiffres officiels demeurent à 2 morts, 26 disparus et 123 rescapés. Et puis, informé de la situation liée à ce drame, le président gabonais Ali Bongo Ndimba s'est rendu sur le lieu du drame. C'est au port Molle de Libreville, en compagnie du Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé, une marque de soutien aux familles fortement éprouvées. Regardons. Rescapés de la mer, survivants du Esther Miracle de l'entreprise Royal Coast Marine, ces hommes et femmes en partance pour Port-Gentil peuvent remercier le ciel après le naufrage de leur embarcation. Parti de Libreville dans la nuit du 8 au 9 mars, avec plus d'une centaine de passagers et de membres d'équipage à son bord, le bateau, confronté à une voie d'eau, a chaviré au large de la capitale gabonaise. Sitôt informé de la situation, le président de la République s'est rendu sur le quai de débarquement des victimes de cet accident. Avec le Premier ministre et les membres du gouvernement à ses côtés, le chef de l'État est venu témoigner sa compassion, son soutien, mais aussi sa solidarité aux rescapés et aux familles des disparus de cette catastrophe maritime. Il y a un agent qui est monté pour nous dire, parce que nous on était en haut, qui est venu pour nous dire que le bateau, l'eau rentrait, donc les moteurs ne pouvaient plus supporter. Au fur et à mesure qu'ils vidaient l'eau, on va avancer doucement. Il y a une dame qui a demandé, on va arriver à quel moment vers la côte? Ils nous ont dit dans 1 heure.
3h05, tout a capoté. Les gens ont pris peur parce que le bateau est sérieusement s'est penché sérieusement d'un côté, tout le monde a pris peur. La réactivité, l'efficacité des services de secours ont permis le sauvetage de la plupart des passagers de cette catastrophe maritime qui a coûté la vie à 3 personnes selon le bilan provisoire. Si l'espoir demeure pour les familles des disparus, les recherches sur les lieux de naufrage se poursuivent. Les services de santé militaire sont à pied d'œuvre pour la prise en charge des rescapés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame. Et encore sous le choc, certains rescapés ne cessent d'apporter leur version de fait au sujet justement de ce naufrage. Malgré quelques recherches en cours, le bilan pourrait s'alourdir. Je vous propose d'écouter quelques réactions dans cet élément. Évacuer, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas eu un seul membre de l'équipage qui nous a dû évacuer par ici, comme le protocole doit se faire. Aucun. Chacun a dû chercher la route. Et cela me fait mal parce que il y avait des personnes âgées devant moi et à côté de moi et que je ne crois pas qu'ils se sont en sortis parce que c'était un couple. Pour monter, ils avaient des difficultés. La femme était aveugle, elle ne marchait pas. Et je crois qu'ils sont partis dedans. S'ils ont été sauvés, vraiment gloire à Dieu. Mais j'y crois pas. Je crois qu'il était 3 h du matin. Et on a dû sauter tous avec les gilets de sauvetage et rentrer dans les bateaux gonflables là. Voilà. Et tellement qu'il y avait une surcharge, l'eau a commencé à rentrer dans le bateau et le secours ne venait pas. Le secours est arrivé, le bateau de pêcheurs est venu dans les 7 h, 8 h du matin. Et c'était terrible parce que même là encore, il fallait grimper pour monter dans le bateau. Il fallait avoir l'énergie. On ne sait pas, il n'y a que Dieu qui a... Je ne sais pas, je ne sais même quoi dire. 3 morts, 25 disparus et de nombreux rescapés. C'est le bilan provisoire du naufrage du bateau Esther Miracle. Quelles sont les causes de cet incident et quels sont justement les mécanismes mis en place pour parvenir en aide à tous les nombreux disparus? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Alexandre Mba Ondo, chef du desk politique de la rédaction de TV+. Alexandre Bando, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous suivez de très près cette actualité depuis quelques temps. Au large des côtes gabonaises, on enregistre des naufrages de plusieurs navires aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut être à l'origine, justement, de ces accidents à répétition? Loin pour moi, Jack, de me substituer aux autorités compétentes qui peuvent mieux discourir sur cette problématique. Mais cette situation nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y a d'abord, lorsqu'une personne prend l'initiative de venir créer une société maritime au Gabon, est-ce qu'il y a un cahier de charges qui lui est présenté afin qu'il puisse exercer en toute sécurité son activité? Autre question majeure, c'est celle de savoir est-ce que les autorités portuaires, au niveau du chargement, est-ce que ces derniers ont un regard particulier sur le chargement? Parce que selon nos investigations, l'une des raisons de ce naufrage serait la surcharge. Donc, nous osons croire que l'enquête diligentée par les autorités va apporter un certain nombre de réponses qui vont permettre effectivement d'améliorer l'offre de services. Parce qu'il faut dire c'est la vie des Gabonais et je pense qu'un certain nombre de mesures doivent être prises pour qu'on n'assiste plus à ces tristes événements. Alors, vous êtes allé justement ce matin, après le reportage d'hier, vous êtes parti justement au Port-Molle rencontrer des familles de disparus qui ont déploré le manque de communication de la part des autorités portuaires. Est-ce qu'on peut dire que par là, les autorités auraient pu mieux faire? Je ne voudrais pas m'ériger en donneur de leçons, mais nous voyons un peu ce qui se passe à l'international. Lorsqu'il y a une crise, on met une cellule de communication qui permet effectivement aux sinistrés, aux parents, d'avoir un certain nombre d'informations. Malheureusement, comme vous l'avez bien suivi au niveau du reportage, il y a une espèce de loi de l'omerta autour de ce problème. Donc, je pense que les autorités doivent de plus en plus communiquer afin de rassurer, parce que il y a même risque d'avoir d'autres victimes, parce qu'imaginez un peu une femme qui n'a pas les nouvelles de son mari.
tout de suite c'est le stress, c'est l'AVC, etc. Je pense que les autorités gagneraient effectivement à communiquer de plus en plus. Est-ce que c'est une volonté, on va dire, de la part des autorités de ne pas communiquer, ou bien ils ont été peut-être aussi surpris? Est-ce que c'est une entreprise, on va dire, publique, parapublique, ou une entreprise privée? C'est une entreprise privée. Pour la petite histoire, lorsqu'il y a cela quelques mois, j'ai couvert le baptême du digne navire. Mais en fait, je ne peux pas dire que les autorités ne veulent pas communiquer. Peut-être c'est une question d'organisation. Je pense qu'on doit tirer les leçons de ce qui est arrivé aujourd'hui. Justement. Pour que demain nous fassions mieux. Donc on peut dire que c'est peut-être une première expérience et nous osons croire que la prochaine fois les autorités vont plus communiquer parce que c'est nécessaire en période de crise. Il faut d'ailleurs signaler que le Parti démocratique gabonais a annoncé l'annulation de ses activités liées au 12 mars. Qu'est-ce qu'on entrevoit à travers cette décision des responsables du Parti démocratique gabonais? C'est vrai qu'une certaine opinion peut penser que le Parti démocratique gabonais fait dans la récupération. Non, les PDG, ce sont d'abord des Gabonais. Il serait malvenu de festoyer alors qu'il y a de nombreuses familles gabonaises. De simplement dire que bon, c'est un choix, c'est une manière pour le Parti démocratique gabonais de manifester sa solidarité envers les populations. Bon, je ne suis pas là pour faire les éloges du Parti démocratique gabonais, mais je sais que les PDG, ce sont des Gabonais, et ce sont des Gabonais qui sont... Et qui ont peut-être eu aussi également des familles ou bien des parents qui sont disparus, bien que peut-être... Loin pour le Parti démocratique gabonais de faire dans la récupération. Alors, au-delà justement de cette mesure, Alexandre Bando, est-ce que ça suffit seulement d'annuler, on va dire, les activités pour, on va dire d'une certaine manière, pour satisfaire des personnes qui sont aujourd'hui éprouvées? Qu'est-ce que l'État aurait prévu pour justement assister à ces familles-là? Et c'est effectivement lorsque nous étions sur le terrain, il y a même certaines personnes qui ont émis le souhait qu'il y ait un deuil national parce que ce sont des Gabonais qui sont partis. Mais je pense que les autorités, par rapport à... Parce qu'il faut savoir qu'il y a une entité spéciale pour les sinistrés. Je pense que les mesures vont être prises pour que les familles endeuillées, les familles sinistrées puissent peut-être d'une certaine manière mieux aborder la triste réalité qui nous rend tristes au risque de me répéter. Tout à fait. Alexandre Ba, merci justement pour ces précisions par rapport à ce naufrage qui touche beaucoup de Gabonais aujourd'hui, il faut le dire. On espère que les autorités prendront de mesures à l'avenir pour éviter ce genre de drame. Alors, la suite de cette édition de formation, nous l'avons dit d'ailleurs lors de nos échanges, le Parti démocratique gabonais reporte ultérieurement la célébration du 50e anniversaire. L'annonce a été faite par le secrétaire général du parti, Steve Nzego Dieko, après le naufrage du Royal Coast qui endeuille la nation tout entière. Les propos recueillis par Maya Meza. Aux environs de 3 heures du matin, un bateau de la compagnie Royal Coast, baptisé Esther Miracle, a coulé au large de Libreville alors qu'il tentait de joindre Port-Gentil. Et selon les éléments d'information fournis par le gouvernement, nous disposons des données suivantes. 3 personnes décédées, 123 personnes rescapées, 25 personnes disparues. Il s'agit là d'un bilan provisoire particulièrement dramatique. Le Parti démocratique gabonais a donc une pensée très émue pour les familles endeuillées et éprouvées auxquelles il assure son soutien total. C'est d'ailleurs ce qu'a fait immédiatement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a déclaré, je cite, « Je me suis rendu au chevet des rescapés du naufrage cette nuit au large des côtes du Gabon de l'Esther Miracle pour leur exprimer toute ma compassion et mon soutien. Mes sincères condoléances aux familles des personnes décédées. Sans le courage, la réactivité et l'efficacité des services de secours, le bilan de ce drame aurait été encore plus effroyable. Ils ont toute ma gratitude et ma reconnaissance. » À la suite du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Parti démocratique gabonais salue l'action de secours conduite sous l'autorité du gouvernement par les services compétents. Il encourage les uns et les autres à redoubler d'efforts dans les recherches pour retrouver les victimes de ce terrible naufrage.
tout en se félicitant des dispositions administratives prises, notamment la mise en place d'une cellule de crise au ministère des Transports, le Parti démocratique gabonais soutient avec toutes les procédures d'enquête judiciaire, administratives et techniques qui permettront de faire toute la lumière sur les circonstances de cet accident qui endeuille de nombreuses familles de notre pays et d'établir aussi toutes les responsabilités. D'ici là, le Parti démocratique gabonais en appelle au sens de la mesure, de la décence et de la dignité qui conviennent en pareilles circonstances. En considération de tout ce qui précède et sur instruction très ferme du distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Parti démocratique gabonais a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les activités programmées dans le cadre de la commémoration de son 55e anniversaire. Cette décision fondamentalement humaniste et de responsabilité est celle qui est comprise et attendue par les militantes et militants du Parti démocratique gabonais et l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie. C'est effectif depuis le dernier Conseil des ministres. La Constitution de la République gabonaise va connaître une nouvelle révision dans les tout prochains jours. C'est une conséquence de la concertation politique qui a réuni récemment les acteurs politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Mais qu'est-ce qui va concrètement changer? Élément de réponse sous le regard d'Estelle Amval. Comme voulu par la classe politique gabonaise, la concertation politique a eu lieu en février dernier, avec la participation des partis politiques et regroupements politiques de la majorité et l'opposition. Leur souhait, assurer le renforcement de la démocratie et établir un climat apaisé pendant les consultations électorales au Gabon. Le processus est donc enclenché. Le rapport de la concertation a été remis au président de la République le 23 février. Le 3 mars, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise. Le projet de loi pris en application des dispositions de l'article 109 de la Constitution modifie les articles 4, 9, 10, 11, 35 et 111. Les modifications constitutionnelles dont il est question concernent donc les articles 4, avec le scrutin électoral qui passe désormais de 2 tours acquis au dialogue d'Ongonje à 1 tour pour les élections présidentielles et parlementaires. 9 et 35 avec l'harmonisation des mandats politiques. Le mandat du président de la République passera donc de 7 à 5 ans et celui des sénateurs de 6 à 5 ans. Le Conseil des ministres a précisé à cet effet que la représentation des collectivités locales étant assurée par le Sénat pour harmoniser le renouvellement de la Chambre haute avec celui des conseils départementaux et des conseils municipaux, le prochain mandat prévu entre octobre et novembre 2027 sera d'une durée transitoire exceptionnelle de moins de 5 ans. Les articles 10 et 11 relatifs aux personnes éligibles à la présidence de la République, au délai du mandat du président de la République et aux conditions de prorogation de celui-ci par la Cour constitutionnelle connaîtront également des réformes. Afin de veiller à l'effectivité de ces nouvelles dispositions, un comité paritaire, opposition et majorité sera mis en place. Éducation, les élèves de classe de terminale et de 3e de différents établissements de la capitale gabonaise abordent depuis quelques jours les examens blancs, celui du bac et du BPC. Quel est le véritable intérêt de ces examens? Élément de réponse dans ce reportage de Jessica Andjoa. Les examens de fin d'année, le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat approchent à grands pas. Certains responsables d'établissements, à leur tour, organisent des phases préparatoires dans le but pour les élèves de mieux affronter les épreuves. Nous sommes dans les préparatifs du bac blanc qui commence le lundi 13. Donc nous sommes, comme je dis, dans les préparatifs, nous apprêtons les listes des salles, nous apprêtons les équipes de surveillants, nous faisons la compilation des épreuves, nous apprêtons également tout ce qui est documents relatifs à la pratique de l'EPS. Donc vraiment, en gros, nous sommes dans les préparatifs. Le BPC blanc, le bac blanc sont vraiment d'une utilité très importante. Pourquoi simplement? C'est parce que c'est pendant cette période-là que nous, les enseignants, nous sommes tous dans le lot, parce que je suis enseignant. Nous, les enseignants, nous allons pouvoir vérifier déjà les acquis de toutes les notions que nous avons déjà pu faire sur place.
depuis le premier trimestre jusqu'à ce jour. Et cela nous permet de préparer nos élèves ou bien nos apprenants aux différents examens nationaux. Les élèves, nous n'allons jamais dire qu'ils sont prêts, même le jour de l'examen, ils ne seront jamais prêts, mais ils sont déjà prêts parce que les enseignants font leur travail, ils sont tout le temps en classe. Surtout les classes d'examen, nous sommes tenus à être derrière eux pour vérifier à chaque instant si les classes d'examen font cours. Donc nous sommes conscients et nous disons que nous sommes sereins que ces élèves-là sont prêts. En cette période consacrée aux examens blancs, un rendez-vous annuel qui semble dévoiler le niveau réel de l'apprenant. Ici, en toute confiance, les élèves n'attendent que les résultats aux différents examens blancs. Le BPC blanc, on a commencé avec l'O1, les épreuves sportives. Après, on a continué avec l'écrit qui s'est terminé ce mercredi. Et aujourd'hui, on vient de terminer l'oral d'anglais. Donc là, je suis très confiant de ce qui peut arriver en tout cas. Moi aussi, je suis très confiant d'avoir bien travaillé au BPC blanc. On a fait le français, maths, SVT, sciences physiques, espagnol et histoire géo. Là, nous sommes en train d'attendre les résultats. Les examens blancs du BEPC et baccalauréat, une sorte de remise à niveau pour des meilleurs résultats. Retour sur la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. La rédaction de TV+ a tenu faire un focus sur Angélique Ngoma, députée à la première chambre du Parlement du Gabon. Elle est la première femme à occuper le poste de ministre de la Défense en République gabonaise. Maya Medza nous dresse ici son portrait. L'importance de la femme au travail est l'importance d'un traitement égal. Députée à l'Assemblée nationale du Gabon où elle occupe le poste de présidente de la Commission de la santé, de l'éducation, des affaires sociales et culturelles. Mon rôle en tant que parlementaire est d'informer et de sensibiliser et d'accompagner dans ce sens les institutions pour asseoir les stratégies idoines. Angélique Ngoma est la première femme à occuper cette fonction de ministre de la Défense d'octobre 2009 en janvier 2011. La première femme à être nommée ministre de la Famille, de la Protection de l'Enfance et de la Promotion de la Femme en 1999 par le feu président El Hadj Omar Bongo Ondimba, poste qu'elle occupera pendant une décennie. En 2011, elle est nommée ministre du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale, porte-parole du gouvernement jusqu'en 2012. En juin 2015, Angélique Ngoma est élue députée du second siège de la base Bagno et siège depuis lors à l'Assemblée nationale. Et depuis 2017, elle est présidente du comité sur l'environnement et du développement durable, présidente de la mission d'information et de contact en Côte d'Ivoire, à l'occasion des élections présidentielles en octobre 2020. Au titre des distingués honorifiques, Angélique Ngoma est un grand officier dans l'ordre du mérite gabonais, commandeur dans l'ordre des étoiles équatoriales, commandeur dans l'ordre militaire de la Panthère noire. Retour également sur la célébration de la Journée mondiale du rein qui s'est tenue hier dans le monde entier. Quelles sont les différentes étapes du dépistage de l'insuffisance rénale? Des explications dans ce reportage de Chimène Nindo. Vous avez un parent diabétique. L'insuffisance rénale est une maladie de plus en plus préoccupante pour les Gabonais. C'est pour répondre à cette préoccupation que le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr Guy Patrick Obiandong, a consacré une journée entière au dépistage gratuit. Comment se déroule le dépistage? Les médecins commencent par une consultation, la glycémie, la tension, le poids. On demande s'ils ont des parents diabétiques, s'ils sont hyper tendus, si avant de prendre la glycémie, s'ils ont mangé ou pas. C'est à partir de là qu'on essaye un peu de suivre le patient. Passé cette étape, place au prélèvement. On désinfecte. On met juste un peu seulement. On attend les résultats. 83. L'appareil à glycémie et le tensiomètre sont là.
les principaux outils dont dispose le personnel de santé pour dépister les patients. Diagnostiquer tôt, nous avons la chance de pouvoir la traiter rapidement. Culture à présent, exposition hier à l'Institut français du Gabon du photographe Vlad Sokin, intitulé Les enfants de la nature, les clichés de l'artiste entre tradition et réalité invitent les visiteurs au voyage. Le reportage est signé Carmen Eyegé. L'Institut français du Gabon accueille la première exposition gabonaise de Vlad Sokin, un travail de longue haleine que le photographe russo-portugais, installé à Libreville depuis 3 ans, a le plaisir de partager dans sa ville d'accueil. Mon dernier projet m'a pris 8 ans. Il s'intitule « Eau chaude » et illustre l'impact du réchauffement climatique dans l'océan Pacifique. C'est un grand espace du nord de l'Alaska à la Nouvelle-Zélande. Pendant 8 ans, je voyageais en des petites îles de l'océan pour voir moi-même et montrer aux autres ce qui se passe dans ces lieux les plus vulnérables. Et donc, quelques photos de ce projet ont été incluses dans cette exposition, Les enfants de la nature. Une quinzaine de clichés sont exposés rappelant les traditions ancestrales de différents peuples, toujours au plus proche et à l'écoute de la nature. Il y a des similitudes avec nos traditions, notamment certains tableaux où je vois les personnes danser. Ils ont pratiquement le même habillage ou habillement que nous. Voilà, quoi. Je me rends compte justement que voilà, le monde est un peu pareil partout, quoi. Et c'est juste magnifique de découvrir à travers de si beaux tableaux ce qui se passe ailleurs. C'est comme si on y était. C'est très intéressant. Le message de l'artiste semble être passé. Nous sommes alors tous des enfants de la nature. Rappelez que l'exposition est à voir gratuitement jusqu'au 25 mars prochain à l'Institut français du Gabon. Nous poursuivons l'actualité à présent hors de nos frontières. Au Rwanda, lutte contre le cancer du col de l'utérus. Les autorités sanitaires du pays testent un nouveau dispositif qui traite les lésions précancéreuses par la chaleur appelé thermocoagulateur, un outil portable à moindre coût. Reportage Carmen Eyegé. Au centre de santé de Remera, à l'est de Kigali, la capitale du Rwanda, le dépistage et le traitement du cancer de l'utérus prend une nouvelle tournure. Auparavant, le centre de santé utilisait une machine imposante qui fonctionnait avec du gaz et coûtait cher. Désormais, c'est à l'aide de ce petit engin, plus léger et mobile, que les professionnels auscultent et soignent leurs patients. L'avantage de cette machine est que la durée des tests est plus courte et qu'elle est vraiment peu coûteuse. Il suffit de la charger et elle est prête à l'emploi. Elle dispose également d'une minuterie qui vous permet de savoir combien de temps doit durer le test. Le nouveau dispositif, dit sans douleur, semble convenir aux femmes dépistées ce matin. Le jour de l'opération, je n'ai ressenti aucune douleur horrible, à tel point que cela m'a encouragée à dire à mes amis d'aller se faire dépister. C'était une douleur supportable. Je n'ai passé que 30 minutes dans la salle d'opération, puis tout est rentré dans l'ordre. Le Rwanda a fait de la lutte contre le cancer de l'utérus une priorité, mais la sensibilisation peine à toucher une partie des femmes. À cause des lourds stéréotypes qui entourent cette maladie, certaines préfèrent ne pas savoir. Dans un pays comme le Rwanda, qui en a fait une priorité, 90% des jeunes filles maintenant sont vaccinées. Donc on peut espérer que dans quelques années, il y ait beaucoup moins de cas de cancer du col de l'utérus. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore là, puisque les femmes qui ont 30 ou 40 ans n'ont pas été vaccinées. La présidente de l'UNITED rappelle que 300 000 femmes meurent chaque année de ce cancer dans le monde. 90% vivent dans un pays à bas revenus et décèdent parce qu'elles n'ont pas été dépistées à temps. Au Nigeria, 37 pêcheurs sont morts après les attaques des combattants djihadistes dans le nord-est du pays. Une insurrection djihadiste qui sévit depuis plus de 13 ans dans cette partie du pays le plus peuplé d'Afrique. Le récit est signé Sidel Animal.
37 pêcheurs, c'est le nombre de victimes qui rejoint la longue liste de personnes tuées par des djihadistes dans le nord du Nigeria. Mercredi, vers 16h heure locale, une dizaine de combattants présumés membres de Boko Haram ont ouvert le feu sur un groupe de pêcheurs en périphérie du village de Gougo, proche de la ville de Dikwa, dans le nord de l'état de Borno. Certains corps ont été retrouvés dans la rivière, d'autres dans la végétation. Cela fait 13 ans que les groupes Boko Haram et État islamique en Afrique de l'Ouest contrôlent des pans du territoire et multiplient les attaques contre l'armée dans cette partie du pays. Ils s'en prennent aussi à des civils, notamment des bûcherons, des agriculteurs et des pêcheurs. Ils accusent d'espionner pour le compte de l'armée et des milices locales qui les combattent. Vérité à Dieu, nous sommes fatigués de cette situation qui dure depuis plus de 10 ans maintenant. Le gouvernement devrait soit les éradiquer ou appeler les parties concernées et négocier la paix avec eux. L'état actuel de la sécurité nationale au Nigeria est apocalyptique. C'est l'un des plus grands challenges du nouveau président élu, Bola Tinubu. Depuis le début de la rébellion de Boko Haram en 2009 dans le nord-est du Nigeria, le conflit a fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés selon l'ONU. Nous parlons de sport à présent avec le programme de la 12e journée du National Foot, mais également de calendrier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les potentiels joueurs convoqués par Patrice Neveu pour les Panthères A, mais également de Saturnin Ibela pour les catégories de moins de 23 ans. Pour avoir plus d'informations sur ces actualités, nous recevons sur ce plateau Jeremy Ngoma, journaliste sport de la rédaction de TV+. Jeremy Ngoma, bonsoir. Bonsoir Jack. Alors, bienvenue avec vous déjà, les détails justement du programme de la 12e journée du National Foot. Alors, on va ouvrir la 12e journée du championnat national de première division ce samedi 11 mars au stade d'Aquacam d'Oyem, l'Union sportive d'Oyem qui recevra la formation du CF Mounana. Nous aurons au stade Augustin Monédan de Siban, la OCMS qui recevra la formation de Missile FC. Puis le dimanche, nous aurons également des matchs. Il y aura au Stade Bombay, l'AS Dikaki qui recevra les policiers de Vautour Club. Il y aura également au stade de l'INJS, l'Ozosport qui recevra la formation du CS Benje. Nous aurons également au stade Idriss Ngari, Jack, la formation du Football Canon 105 qui va recevoir l'Ambaréné Athletic Club. Puis pour clore cette 12e journée du championnat, il y aura au stade Monédan de Siban, Bouengidi Sport qui sera aux prises à l'Union sportive de Bitam. De très belles affiches lors justement de cette 12e journée. On parle maintenant des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Quels seront les potentiels joueurs convoqués par Patrice Neveu? Il faut dire, Jack, que le sélectionneur national Patrice Neveu va tenir une conférence de presse au siège de la Fédération gabonaise de football. Conférence de presse. C'est prévu pour quand là? C'est prévu pour ce samedi 11 mars. Et au cours de cette conférence de presse, il aura justement l'occasion, Patrice Neveu, de pouvoir convoquer un certain nombre de joueurs qui défieront les crocodiles du Soudan lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui se tiendra du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, nous, comme ça, nous avons essayé de faire un certain nombre de recherches pour pouvoir voir qui pourra être retenu par Patrice Neveu lors de cette conférence de presse-là. Et nous avons pu faire le tour comme ça et essayer de voir le jeune Orphée Mbina qui est lui sociétaire de Chamalières. C'est un club qui évolue en 4e division française. Il compte actuellement 12 buts, ce jeune joueur. C'est un joueur pétri de qualité. Il est également courtisé par un club de Ligue 1, donc c'est en première division française. Il s'agit évidemment de Clermont-Ferrand. Donc il faut également dire que ce sera peut-être l'une des surprises de cette sélection-là, voilà, de cette liste de demain. Il y aura également certainement le jeune joueur Junior Bayano Obiang qui lui a fait déjà ses preuves dans le National Foot. Il évolue du côté du Congo. C'est un jeune qui a pu s'expatrier à travers le talent dont il fait montre, à travers les prestations également dont il fait montre du côté du Congo, qui feront peut-être en sorte qu'il soit convoqué par Patrice Neveu demain. Et concernant la liste des moins de 23 ans, notamment par le coach Saturnin Ibela, qui lui, 1 heure plus tard, va également faire une conférence de presse à laquelle il évoquera aussi
la liste des joueurs qui seront sélectionnés pour affronter les U23 du Cameroun. Ce sera un match aller-retour, comptant pour la qualification de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans qui se déroulera du côté du Maroc. Ce sera en juin prochain. Pour revenir justement sur la liste de Patrice Neveu, beaucoup de jeunes Gabonais m'ont posé la question sur la rue. Qu'en est-il finalement du destin de l'avenir de Bruno Ekole Manga? Est-ce qu'il fera partie justement de l'effectif? Oui, il a plus de chances aujourd'hui de faire partie de cette équipe, puisqu'il a passé quand même beaucoup de temps son club. Aujourd'hui, il a trouvé un club, certes, c'est un club qui évolue quand même en division inférieure par rapport à son niveau, mais il faut également être réaliste, parce que Bruno Ekole Manga a fait son temps. Il n'est plus tout jeune, il n'a plus 20 ans désormais, mais je pense que Patrice Neveu pourra l'appeler pour essayer de venir encadrer les jeunes, parce qu'actuellement, il faut être réaliste, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas encore une relève qui pourra être capable de pouvoir le suppléer aujourd'hui. Alors, nous parlons enfin de dépôt de candidature à l'élection de la Ligue de football de l'Est. Hier, 2 candidats ont finalement déposé leur candidature, notamment Désiré Bakita et Florent Goman. Qu'en est-il finalement de l'étude d'examen de dossier? Oui, Jack, tu fais bien de le dire, hein. Démarré le 22 février dernier, le processus de candidature a pris fin hier et 2 candidatures ont été principalement retenues. Il s'agit de la candidature de Jack Florent Goman et de Désiré Bakita. On va attendre. Je crois que c'était moi à un moment donné. Il ne s'agit pas de toi, Jack. Il s'agit de Désiré Bakita. Donc, 2 candidatures ont été retenues. Ce sont les 2 concurrents qui seront aux prises au poste de président de la Ligue de football de l'Estuaire. Ils auront à leur charge 12 colistiers, parce que c'est ce que dit les textes, 12 colistiers. Et lors de l'examen des dossiers, il faut dire que le verdict sera rendu le 28 mars prochain et ils pourront directement rentrer en campagne. Mais pour l'heure, il s'agit d'une vérification d'abord des dossiers et peut-être que l'un des 2 candidats ne sera pas retenu pour pouvoir participer à cette grande campagne. Alors finalement, quels sont les critères qui permettraient de postuler au fauteuil de la présidence au niveau de la Ligue de football de l'Est? Il y a différents critères. Si je veux être par exemple président aujourd'hui de cette ligue-là, qu'est-ce que je devrais remplir comme condition? Déjà, il faut d'abord être un grand fanatique de football. Il faut avoir été un dirigeant dans le football gabonais. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui certains se présentent à cette candidature-là. Il faut également connaître le football. Donc ces 2 protagonistes-là sont là parce que ce sont des personnes qui ont déjà des noms. Ce sont des gars qui sont connus, à l'exemple de Désiré Bakita, qui est un ancien candidat lors de l'élection dernière. Donc aujourd'hui, il se présente une énième fois. Peut-être il obtiendra les voix des différents électeurs lors du scrutin final. On ne sait jamais. On verra ce que le temps nous dira. Il y a aussi quelque chose qu'il faudrait préciser, Jack, c'est que l'ancien candidat Paul Ulrich Kessani, ancien international gabonais, capitaine de la sélection nationale, qui lui a décidé aujourd'hui de ne pas se présenter lors de cette élection. Et beaucoup se sont même posé des questions. Quelles ont été les raisons qui ont motivé finalement M. Kessani de pouvoir désister, alors qu'il a toutes les potentialités, les compétences pour diriger une telle institution aujourd'hui? Je pense quand même qu'aujourd'hui, il a beaucoup dépensé lors de cette élection-là, parce que vous le savez, on se souviendra de ce qui s'est passé il y a quelques mois lors de l'élection finale où il avait été déclaré perdant. Il a décidé de faire un recours au niveau du tribunal arbitral du sport, recours pour lequel il a eu gain de cause, mais après le temps que ça a pris pour pouvoir lancer les démarches, ça lui a coûté énormément d'argent. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas daigné se présenter pour cette élection-ci. Voilà, c'est sur ce mot que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous avoir regardés. Je vous retrouve la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Demain, Maya Medza pour vous informer. Restez câblés sur TV+ pour la suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Au revoir.